Dans la frénésie sanglante de la terreur, où la guillotine était devenue l'instrument implacable d'une justice expéditive, Maximilien Robespierre se tenait au sommet de l'échafaud politique, sa voix résonnant dans la Convention nationale, dictant la vie et la mort de milliers de citoyens. Il était l'incorruptible, l'architecte de la vertu, le grand prêtre d'une révolution qui promettait la liberté, mais livrait la mort. Pourtant, en cette nuit fatidique du 9 au 10, terme de rang au 2. 28. Jugi 7 ans qui me. Le maître de la terreur allait découvrir la cruelle ironie de son propre système. L'homme dont chaque discours avait scellé le sort de tant d'innocents, l'orateur dont la parole enflammée était l'arme la plus redoutable, se retrouva soudainement réduit au silence, privé de la seule chose qui lui restait, sa voix. Dans le chaos de l'hôtel de ville, cerné par les forces de la Convention qui se retournaient contre lui, une balle, tirée dans des circonstances encore mystérieuses, brisa sa mâchoire, le réduisant à une agonie muette. L'homme qui avait envoyé des milliers de têtes sous le couperet fut incapable d'articuler un seul mot pour sa propre défense. La plume acérée de l'histoire a souvent figé Robespierre comme le tyran absolu, le bourreau implacable de la Révolution. Mais son dernier jour fut une parodie macabre de son pouvoir. Un spectacle grotesque où le grand inquisiteur fut lui-même jugé et condamné sans procès, ses propres lois retournées contre lui. Il fut la victime d'une machine qu'il avait lui-même perfectionnée. Un destin d'une ironie si sombre qu'elle défie la fiction. Ses derniers instants ne furent pas ceux d'un martyr héroïque ou d'un despote défiant, mais ceux d'un homme brisé, le visage tuméfié, le bandeau sanglant sur une mâchoire fracassée, traîné devant le tribunal révolutionnaire qui n'eut même pas besoin d'entendre sa voix pour prononcer sa condamnation à mort. Ce n'était pas seulement la fin d'un homme, mais le point culminant d'une révolution qui, dans sa fureur purificatrice, finit par dévorer ses propres enfants, transformant ses plus ardents défenseurs en ses propres victimes. Ce récit explore la spirale infernale de la terreur, révélant comment la paranoïa et le culte de la vertu absolue peuvent transformer un idéal en un cauchemar, où la guillotine, jadis instrument de libération, devint la lame d'une autodestruction. L'histoire de Maximilien Robespierre, l'incorruptible, est gravée dans le marbre de la Révolution française comme celle d'un dictateur sanguinaire. Le cerveau de la Grande Terreur qui fit couler des fleuves de sang à Paris et en province. Les manuels d'histoire, dans leur concision, décrivent sa chute comme l'élimination nécessaire d'un tyran dont la folie menaçait de noyer la République. Pourtant, cette image simplifiée masque un paradoxe d'une cruauté déconcertante et un mystère psychologique profond. La réalité est que la chute de Robespierre ne fut pas le triomphe des vertueux sur le mal, mais la quintessence de la paranoïa et de l'autodestruction inhérente à l'extrémisme révolutionnaire. Ce n'est pas simplement un chef qui est renversé, mais un idéologue pur et dur, obsédé par la vertu, qui finit par être victime de sa propre logique implacable. Le mystère ne réside pas tant dans les faits de sa mort, l'arrestation, la nuit chaotique à l'hôtel de ville, la blessure par balle et l'exécution, mais dans la rapidité vertigineuse avec laquelle ses propres alliés se retournèrent contre lui, et dans la manière dont la machine judiciaire qu'il avait si méticuleusement construite se referma sur son créateur sans la moindre forme de procès équitable. On nous parle de la terreur comme d'une période où la guillotine fonctionnait sans répit. Mais on omet souvent de souligner que Robespierre fut, à bien des égards, la victime la plus emblématique de cette justice expéditive. Ses propres lois, qui permettèrent de condamner à mort sans preuve substantielle, au nom de la vertu et de la sécurité de la République, furent appliquées contre lui avec une efficacité terrifiante.
Le spectacle de son dernier jour, où il fut traîné, brisé et muet devant un tribunal qu'il avait lui-même institué, est une parodie macabre de la justice, un miroir déformé de la Révolution qui, dans sa soif de pureté, finit par dévorer ses propres enfants les plus fidèles. Ce n'est pas seulement la fin d'un homme, mais la preuve glaçante que l'extrémisme, dans sa quête d'un idéal absolu, crée inévitablement sa propre destruction, transformant les révolutionnaires en victimes de leur propre dogme. La chute de Robespierre est le témoignage ultime de cette folie. Une leçon sanglante sur les dangers de la vertu imposée par la violence et le destin implacable de ceux qui osent jouer avec les flammes de la fureur populaire. La chute et l'exécution de Maximilien Robespierre ne sont pas un simple épisode de la Révolution française, mais l'une des ironies politiques les plus cruelles et les plus profondes de l'histoire. Un moment où la Révolution, dans sa frénésie purificatrice, dévora ses propres enfants les plus fervents. La thèse centrale de notre récit est que l'effondrement de Robespierre révèle la logique autodestructrice et la paranoïa inhérente à l'extrémisme idéologique. L'homme qui avait perfectionné la machine de la terreur, qui avait mis la vertu au service de la guillotine et qui avait envoyé des milliers de personnes à la mort au nom de la République, fut finalement consumé par le même système qu'il avait si méticuleusement construit. L'horreur réside dans la parodie de justice qu'il a subie, jugé et condamné sans la moindre défense. Privé de sa voix, le visage brisé, traîné devant le tribunal qu'il avait créé. Ses propres lois d'exception retournées contre lui avec une célérité impitoyable. Ce fut le spectacle ultime de l'impartialité impitoyable de la guillotine, ne faisant aucune distinction entre l'aristocrate et le révolutionnaire. Le destin de Robespierre est un avertissement glaçant sur les dangers d'une quête absolue de pureté idéologique, où toute divergence est perçue comme une trahison, et où la suspicion finit par dévorer même les plus fidèles. Il incarne le moment où le culte de la vertu bascule dans le fanatisme, transformant la liberté en tyrannie et l'égalité en une égalité devant la mort. Son exécution marqua non seulement la fin de la phase la plus radicale de la Révolution, mais aussi la preuve sanglante que la violence, une fois déchaînée, ne fait pas de distinction entre les victimes et ses propres agents, finissant par dévorer ceux-là même qui l'ont déchaîné. C'est l'histoire d'un homme obsédé par le contrôle et la vertu, qui finit par perdre tout contrôle sur son propre destin, victime de l'hydre qu'il avait lui-même nourri. Pour comprendre la chute spectaculaire de Maximilien Robespierre, il est essentiel de se replonger dans le contexte incandescent de la France révolutionnaire de 1709 à 1794, une période d'une violence et d'une instabilité sans précédent, connue sous le nom de terreur. Depuis 1789, la France avait basculé de la monarchie absolue à la République. Mais cette transition fut loin d'être paisible. Le pays était déchiré par des ennemis intérieurs et extérieurs, les puissances européennes. Horrifiées par l'exécution de Louis XVI, s'étaient liguées contre la France révolutionnaire, menaçant ses frontières. À l'intérieur, la République était confrontée à des révoltes fédéralistes en province, des insurrections royalistes, comme en Vendée, et une grave crise économique qui attisait le mécontentement populaire. Dans ce climat de péril extrême, le comité de salut public, dominé par les montagnards et Robespierre, fut créé pour sauver la Révolution. Ses pouvoirs étaient bien net immenses et il devint l'organe exécutif de facto de la France. Pour faire face aux menaces, le comité mit en place la politique de la terreur. Il s'agissait d'une répression systématique des ennemis de la Révolution, justifiée par la nécessité de défendre la République et d'instaurer la vertu. La loi des suspects permit d'arrêter et d'incarcérer toute personne soupçonnée d'être hostile à la Révolution. Le tribunal révolutionnaire, avec ses procédures expéditives, envoya des milliers de personnes à la guillotine.
la terreur devint un instrument de purification sociale et politique, où la mort était perçue comme un moyen de régénérer la nation. Cependant, la terreur, loin de se limiter aux contre-révolutionnaires, commença à dévorer les révolutionnaires eux-mêmes. Les Girondins furent les premières victimes, éliminés par les montagnards. Puis, les factions au sein des montagnards commencèrent à se déchirer. Les enragés, jugés trop extrémistes, furent éliminés. Puis vint le tour des indulgents, menés par Danton, jugés trop modérés et corrompus. Robespierre, avec Saint-Just et Couthon, se trouvait au sommet de ce système, obsédé par l'idée de la vertu et de la pureté révolutionnaire. Il craignait les factions, la corruption et la trahison, et voyait des ennemis partout. La logique de la terreur devint ainsi une spirale infernale, où chaque purge appelait la suivante, et où la suspicion généralisée créait une atmosphère de paranoïa délétère. Le climat politique était marqué par la peur constante de la dénonciation. La rapidité des jugements et la certitude de la guillotine pour quiconque était jugé ennemi du peuple. C'est dans ce contexte de terreur institutionnalisée et d'autodestruction que la chute de Robespierre allait se jouer. Une chute qui allait marquer la fin de la phase la plus radicale de la Révolution. Au cœur de cette période tumultueuse se dressait Maximilien Robespierre. Une figure aussi fascinante qu'énigmatique, dont l'ascension et la chute devinrent le symbole même des ambiguïtés de la Révolution. Né en 1758 à Arras, d'une famille de juristes. Robespierre était un avocat de province, d'une intelligence vive et d'une intégrité reconnue. Sa jeunesse fut marquée par la perte précoce de sa mère et l'abandon de son père. Des événements qui contribuèrent à forger une personnalité solitaire, rigide et profondément marquée par le devoir. Avant la Révolution, il était un modeste défenseur des causes populaires, plaidant pour les pauvres et les opprimés, et un fervent adepte des idées de Rousseau sur la souveraineté du peuple et la vertu civique. C'est en 1789, avec la convocation des États généraux, que Robespierre fit son entrée sur la scène politique nationale. Élu député du tiers-État, il se fit rapidement remarquer par la clarté de ses idées, son éloquence et son inébranlable fidélité aux principes de la Révolution. Il devint l'une des figures les plus influentes du club des Jacobins, le fer de lance de l'aile la plus radicale de la Révolution. Son surnom, l'incorruptible, lui fut donné en raison de sa probité légendaire, de son austérité de vie et de son refus catégorique de tout compromis ou de toute corruption matérielle. Robespierre était un homme de principe, obsédé par l'idée de la vertu républicaine. Pour lui, la Révolution n'était pas seulement un changement politique, mais une régénération morale de la nation. Il était convaincu que la République ne pouvait survivre qu'en éliminant la corruption, les factions et tous les ennemis de la vertu. Cette quête de pureté, qui était à la fois sa force et sa faiblesse, allait le mener à justifier la terreur comme un instrument nécessaire pour atteindre cet idéal. Il devint le principal théoricien et le défenseur acharné du gouvernement révolutionnaire, et l'un des membres les plus influents du comité de salut public. Robespierre était un orateur puissant, capable d'enflammer les foules et d'intimider ses adversaires. Son discours était souvent abstrait, moralisateur et d'une logique implacable qui ne laissait aucune place à la nuance ou au compromis. Il se voyait comme le gardien des principes révolutionnaires, le seul capable de discerner la vraie vertu des machinations des factions. Cette conviction absolue dans sa propre rectitude morale allait le conduire à des extrêmes, le transformant en l'un des architectes les plus redoutables de la terreur. Et paradoxalement, en sa victime la plus emblématique. Son destin est celui d'un homme qui, en voulant imposer la vertu par la force, finit par succomber à la logique de la violence qu'il avait lui-même déchaînée. La chute de Robespierre ne fut pas le fruit du hasard,
mais l'inévitable conséquence d'une logique de pureté et d'élimination qu'il avait lui-même poussée à l'extrême. L'origine de ce conflit fatal résidait dans l'escalade de la terreur et l'obsession de Robespierre pour la vertu absolue. Initié pour sauver la République des menaces intérieures et extérieures, la terreur, sous l'influence de Robespierre, devint un instrument de purification idéologique. Le comité de salut public, qu'il dominait, exerçait un pouvoir dictatorial, envoyant des milliers de clients massés. Taenta, Beresi, Marate et Tizaf, Nanasiti 15. Tans, au nom de la défense de la Révolution et de l'instauration de la vertu. Robespierre, l'incorruptible, était convaincu que la corruption et les factions étaient les pires ennemis de la République. Il voyait des complots partout, des ennemis de la vertu tapis dans l'ombre, et chaque divergence d'opinion était interprétée comme une trahison. Cette quête de pureté absolue le conduisit à éliminer successivement tous ceux qu'il jugeait impurs ou dangereux. D'abord les Girondins, considérés comme trop modérés, puis les hébertistes, jugés trop extrémistes. Ce faisant, il isola de plus en plus sa propre faction, le système de la terreur, perfectionné par Robespierre et ses proches, comme Saint-Just, devint une spirale infernale. Chaque purge appelait la suivante, car l'élimination d'une faction créait de nouveaux ennemis et renforçait la paranoïa. La peur s'installa au sein même de la Convention et des comités. Personne n'était à l'abri, et chacun craignait d'être la prochaine victime de cette logique implacable de la guillotine. Robespierre lui-même contribua à cette atmosphère délétère. Ses discours, de plus en plus menaçants et abstraits, annonçaient des purges sans nommer explicitement les coupables, créant une angoisse généralisée parmi les députés qui se demandaient qui serait le prochain désigné. Cette incertitude et cette atmosphère de suspicion constante furent le terreau de la révolte. La loi de Prairial, juin 1794, qui simplifiait encore les procédures du tribunal révolutionnaire et augmentait le nombre des exécutions, fut le point culminant de cette surenchère. Elle retirait aux accusés le droit à un avocat et ne laissait que 2 verdicts, l'acquittement ou la mort. Cette loi, voulue par Robespierre, fut perçue comme un danger mortel par de nombreux députés, y compris ceux qui avaient soutenu la terreur. Ils comprirent que leur propre survie était en jeu, et que Robespierre, dans sa quête fanatique de pureté, menaçait de les engloutir tous. C'est cette peur viscérale, cette logique autodestructrice de la terreur, qui fut le véritable moteur du conflit et la cause de sa chute. Face à l'autorité grandissante et à la logique purificatrice de Robespierre, la force d'opposition émergea non pas d'un ennemi extérieur ou d'une conspiration royaliste, mais du sein même de la Convention nationale, minée par la peur et la désunion. Cette contre-force, hétéroclite et motivée par des intérêts divers, était un conglomérat de factions qui, jusqu'alors, avaient soutenu la terreur ou en avaient été les victimes potentielles. La première composante de cette opposition était les députés menacés, après l'élimination des hébertistes et des dantonistes. Robespierre et ses proches, Saint-Just, Couthon exercèrent une pression croissante sur leurs collègues. Les discours de Robespierre, vagues mais menaçants, annoncèrent de nouvelles purges, et de nombreux députés, y compris d'anciens terroristes comme Fouché et Tallien, qui craignaient d'être les prochaines victimes, s'organisèrent pour leur survie. La loi du 22 Prairial, renforçant la terreur et la rendant plus arbitraire, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, convainquant ces députés qu'ils devaient agir avant qu'il ne soit trop tard. Ces hommes, souvent corrompus ou ayant commis des excès en province, voyaient dans Robespierre un moralisateur dangereux qui menaçait de les envoyer à la guillotine au nom de sa vertu implacable. La deuxième composante était les anciens alliés de Robespierre qui s'en étaient éloignés,
Des figures comme Collot d'Herbois et Billaud Varenne, membres du comité de salut public, entrèrent en conflit avec Robespierre. Leurs désaccords étaient multiples gestions de la guerre, nature de la terreur, rôle des comités. Ils percevaient Robespierre comme un homme qui cherchait à accaparer le pouvoir et à établir une dictature personnelle. Ces tensions au sein des organes dirigeants de la Révolution étaient explosives. La troisième force était l'opinion publique parisienne, ou du moins une partie de celle-ci qui commençait à se lasser de la terreur, après des mois d'exécutions massives, de disettes et d'incertitudes. Une lassitude générale s'installait. Le grand public, et en particulier la plaine les députés du centre de la Convention, aspiraient à la fin de la terreur. Les fêtes de l'être suprême, orchestrées par Robespierre et qui mettaient en scène sa propre personne, furent perçues par certains comme une forme de culte de la personnalité, renforçant les accusations de dictature. Enfin, la rivalité au sein des comités de salut public et comités de sûreté générale joua un rôle crucial. Des figures comme Vadier et Amar, du comité de sûreté générale qui gérait la police et la surveillance, ressentaient l'ingérence de Robespierre et de ses alliés dans leurs prérogatives. Ils virent dans sa chute une occasion de reprendre le contrôle de leurs propres institutions. C'est cette coalition hétéroclite de peur, de rancœur et d'ambition qui, en cette période de terreur et de paranoïa, allait se liguer pour abattre l'incorruptible, utilisant les mêmes méthodes expéditives qu'il avait lui-même employées. L'incident déclencheur qui alluma la mèche de la conspiration contre Robespierre fut son discours prononcé le 8 Thermidor en 26 juillet 1794 devant la Convention nationale. Loin d'être un appel à la réconciliation, ce discours fut perçu comme une menace directe et une déclaration de guerre par de nombreux députés, scellant ainsi son propre destin. Dans ce discours, Robespierre dénonça, sans les nommer, de nouveaux ennemis de la République, des conspirateurs et des corrompus qui, selon lui, sapaient la révolution de l'intérieur. Il affirma qu'il était nécessaire de purifier à nouveau le comité de salut public et le comité de sûreté générale, ainsi que certains membres de la Convention. L'ambiguïté de ces accusations, le fait qu'il ne nommait personne explicitement, créa une panique générale. Chaque député, chaque membre des comités, se sentit personnellement visé et craignit d'être la prochaine victime désignée pour la guillotine. L'atmosphère dans l'Assemblée devint irrespirable. La tension était palpable, car le précédent des Girondins, des hébertistes et des dantonistes, éliminés par de telles dénonciations, était encore frais dans toutes les mémoires. Robespierre avait refusé de donner la liste des traîtres qu'il visait, laissant planer l'incertitude et la terreur sur l'ensemble de la Convention. Cette incertitude fut le catalyseur qui unifia ses ennemis, les députés menacés, les anciens corrompus qui craignaient une dénonciation publique comme Tallien ou Fouché, et les membres des comités qui s'opposaient à son pouvoir grandissant comme Collot d'Herbois et Billaud Varenne, comprirent qu'ils devaient agir ensemble et rapidement s'ils ne voulaient pas être anéantis. Le discours de Robespierre ne fut pas suivi d'un vote immédiat en sa faveur. Au contraire, une vive opposition se manifesta. Des voix s'élevèrent pour exiger qu'il nomme les coupables. Mais Robespierre refusa, renforçant la détermination de ses adversaires. Cette nuit du 8 au 9, Thermidor fut une nuit d'intense agitation et de conspiration. Les différentes factions opposées à Robespierre, qui s'étaient jusqu'alors méfiées les unes des autres, se mirent d'accord pour former une coalition de survie. Elle décida d'agirant. Pour empêcher Robespierre de prendre la parole et de les envoyer à l'échafaud. Le discours menaçant de Robespierre, au lieu de purger, avait par le salon créé une union sacrée contre lui, allumant la mèche de sa propre destruction.
Le déclin de Robespierre fut aussi fulgurant que son ascension. Une chute qui se joua en quelques heures, dans une succession d'événements qui témoignèrent de sa perte de contrôle sur la machine révolutionnaire qu'il avait si bien maîtrisée. Le 9 Thermidor en 2 Fause, 27 juillet 1794, marqua le début de cette débâcle. Robespierre, accompagné de Saint-Just et de Couthon, se présenta à la Convention nationale, confiant dans sa capacité à dominer l'Assemblée par sa parole. Mais l'atmosphère était électrique, et ses adversaires avaient préparé leur coup. La première étape de son déclin fut le refus de l'écouter. Dès que Saint-Just commença à lire son rapport, il fut interrompu par des cris et des invectives des députés hostiles, Tallien et Billaud de Varennes, à la tête de la conspiration, accusèrent Robespierre de tyrannie, de dictature et de vouloir établir une nouvelle dictature. Les cris de « Abat » le tyran fusèrent de toutes parts, noyant la voix de Saint-Just. Cette entrave à la parole, l'arme la plus puissante de Robespierre, fut un premier signe dévastateur de sa perte d'influence. La Convention, qu'il avait toujours écoutée avec crainte, refusait désormais de lui accorder la tribune. Lorsque Robespierre lui-même tenta de prendre la parole pour se défendre, il fut également accueilli par les huées et les interruptions. Sa voix, affaiblie par la fatigue et l'émotion, ne parvint pas à dominer le tumulte. Il perdit son sang-froid. Ce qui était inhabituel pour l'orateur impassible qu'il était, la célèbre phrase « Président d'assassin ». Je te demande la parole qu'il aurait lancée à Thuriot, le président de séance hostile, témoigne de son désarroi et de sa frustration. Il ne parvenait plus à imposer sa volonté ni à reprendre le contrôle de l'Assemblée. La motion d'arrestation fut la deuxième étape de son déclin. Dans le chaos, la proposition de décréter l'arrestation de Robespierre, de Saint-Just et de Couthon fut lancée à la surprise générale. Elle fut votée. Robespierre et ses alliés furent arrêtés et emmenés. Cependant, cette arrestation initiale ne fut pas la fin immédiate. Les sections parisiennes fidèles à la Commune de Paris, qui soutenaient Robespierre, se mobilisèrent. Robespierre et ses compagnons furent libérés et conduits en triomphe à l'hôtel de ville. Ce moment de libération, cependant, fut un faux espoir. Une ultime tentative désespérée de résister aux coups montés contre lui. Le déclin initial de Robespierre ne fut pas physique, mais politique et moral, marquant la perte de son pouvoir sur l'Assemblée et le début de sa chute précipitée vers l'échafaud. La brève libération de Robespierre et son transfert à l'hôtel de ville, loin de marquer un retournement de situation, ne furent qu'une pause trompeuse avant une escalade fatale qui allait sceller son destin. C'était un ultime soubresaut de la terreur, avant qu'elle ne le dévore. L'escalade commença avec le désaccord stratégique entre Robespierre et ses partisans. Une fois à l'hôtel de ville, la Commune de Paris, fidèle à Robespierre, le pressait de proclamer l'insurrection et de marcher sur la Convention. C'était la seule chance de reprendre le contrôle par la force. Mais Robespierre, légaliste dans l'âme et respectueux des procédures de la Convention, hésita. Il refusa de mettre sa signature sur l'ordre d'insurrection avant que la Convention ne soit déclarée hors-la-loi, ce qui aurait légitimé l'action de la Commune. Cette hésitation, cette quête de légitimité formelle dans l'urgence la plus absolue, fut une erreur fatale qui lui coûta un temps précieux et son pouvoir d'action. Pendant que Robespierre hésitait, la Convention riposta avec fermeté, informée de la libération de Robespierre et de sa présence à l'hôtel de ville. L'Assemblée réagit avec une rapidité foudroyante. Elle déclara Robespierre et ses partisans hors la loi. Cette proclamation signifiait que tout citoyen pouvait les arrêter et qu'ils pouvaient être exécutés sans jugement, conformément aux lois de la terreur que Robespierre avait lui-même contribué à instaurer.
C'était le tournant décisif. La machine qu'il avait créée se retournait contre lui avec une efficacité redoutable. L'isolement de Robespierre s'accentua. Les sections parisiennes, dont le soutien à la Commune n'était pas uniforme, commencèrent à se disperser sous la pluie et la confusion des ordres. Les divisions au sein du mouvement révolutionnaire s'amplifièrent, et les partisans de Robespierre se retrouvèrent depuis compte d'eux plus en plus seuls au fin. Abouselins, Chiadji, Tchadakchia, de Ville. Les troupes fidèles à la Convention, menées par Barras, se mirent en marche vers l'hôtel de Ville. L'assaut sur l'hôtel de Ville fut l'apogée de cette escalade. Dans la nuit du 9 au 10, Thermidor, les forces de la Convention prirent d'assaut le bâtiment. Le chaos régna. C'est dans ce tumulte que Robespierre fut frappé. La nature exacte de sa blessure reste un mystère, un coup de pistolet tiré par un gendarme. Ou une tentative de suicide manquée. Toujours est-il que la balle lui fracassa la mâchoire, le réduisant à l'agonie et au silence. Sainte-Juste, Couthon et les autres furent également appréhendés. L'escalade était complète. L'homme qui avait dominé la révolution par la parole se retrouvait brisé, muet et captif, livré à la justice expéditive qu'il avait lui-même théorisée. La nuit du 9 au 10, Thermidor, marquant la chute de Robespierre, fut une nuit de trahison et d'isolement total pour l'homme qui avait dominé la scène politique. La première trahison vint de ses propres alliés au sein de la Convention, des députés qui l'avaient moins soutenu jusque-là, ou qui, avec qui n'avaient bénéficié de la terreur, se retournèrent brusquement contre lui, animés par la peur d'être les prochaines victimes de ces purges. Des figures comme Fouché, Tallien et Barras, qui avaient des raisons personnelles de craindre Robespierre pour leurs excès passés, furent les architectes de cette volte-face, ralliant d'autres députés terrorisés par les menaces implicites de l'incorruptible. Cette coalition hétéroclite, unie par la seule volonté de survivre, fut le premier coup d'épée porté à Robespierre, le privant de son soutien parlementaire. L'isolement s'accentua lorsque la Commune de Paris, son dernier bastion de soutien, se retrouva divisée et incapable d'agir efficacement. Bien que des sections parisiennes se soient mobilisées pour le défendre et l'en libérer de sa première arrestation. Le manque de leadership clair de Robespierre, son hésitation à proclamer l'insurrection sans une légitimité formelle, sema la confusion. Ses partisans à l'hôtel de Ville le pressèrent d'agir, mais son légalisme le retint. Pendant qu'il temporisait, les troupes de la Convention, menées par Barras, se mirent en marche. Les sections qui lui étaient fidèles finirent par se disperser sous la pluie et le désordre, le laissant de plus en plus seul à l'hôtel de Ville. La trahison fut aussi le fait des membres de son propre comité de salut public, Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, qui avaient mis siège à cause à ses côtés et partagé les responsabilités de la terreur, devinrent ses plus ardents accusateurs à la Convention. Leur désaccord sur la direction de la guerre et la gestion des comités, ainsi que leur peur de sa domination, les poussèrent à le renier publiquement. Ils contribuèrent à l'empêcher de parler, le privant de son arme la plus puissante, sa voix. Enfin, la trahison de la logique révolutionnaire elle-même. Robespierre avait perfectionné les lois d'exception de la terreur, permettant de condamner les ennemis de la République, sans preuve substantielle et sans véritable défense. En déclarant Robespierre et ses alliés hors la loi, la Convention utilisa ses propres instruments juridiques contre lui. Il fut privé de son droit à un procès et fut voué à l'exécution sans jugement. Une justice expéditive qu'il avait lui-même contribué à instaurer. L'homme qui avait dominé la Révolution par la parole et les principes se retrouva brisé, muet et totalement isolé, victime de la spirale qu'il avait créée, face à l'assaut concerté de ses ennemis et à l'effondrement de ses soutiens.
Robespierre tenta des mesures désespérées et souvent contradictoires, révélant sa fragilité et son incapacité à s'adapter à la nouvelle donne du chaos révolutionnaire. Sa première mesure désespérée fut de chercher à reprendre le contrôle de la Convention par la parole. Le 8 Thermidor, il prononça un discours fleuve, dénonçant, sans les nommer, de nouveaux ennemis et conspirateurs au sein même des comités et de la Convention. Il espérait purger l'Assemblée. Mais son refus de désigner clairement ses cibles créa une panique généralisée qui unit ses adversaires contre lui. Cette stratégie, qui avait fonctionné par le passé, échoua lamentablement, le privant de son ascendant moral sur l'Assemblée. Une fois arrêté le 9 Thermidor, sa tentative de résistance physique fut courte et vaine. Les sections parisiennes qui lui étaient fidèles le libérèrent et le conduisirent en triomphe à l'hôtel de ville. Ce fut un moment de répit et un espoir fugace de reprendre le pouvoir. Cependant, sa mesure désespérée la plus critique fut son hésitation fatale à proclamer l'insurrection. La Commune de Paris, son dernier soutien organisé, le pressait de signer un appel à l'insurrection pour marcher sur la Convention et rétablir son autorité par la force. Mais Robespierre, profondément légaliste, refusa de signer l'ordre avant que la Convention ne soit elle-même déclarée hors la loi. Cette recherche de légitimité formelle dans un moment d'urgence absolue lui fit perdre un temps précieux et anéantit ses chances de victoire militaire. Pendant qu'il temporisait, ses ennemis agissaient. La Convention, déclarant Robespierre et ses partisans hors la loi, mobilisa ses propres forces armées, menées par Barras, pour reprendre l'hôtel de ville. Les mesures désespérées de Robespierre pour rallier ses soutiens s'avérèrent insuffisantes. Les sections parisiennes, confuses par les ordres contradictoires et fatiguées par la pluie et la nuit, commencèrent à se disperser, le laissant de plus en plus seul et démuni face à l'assaut imminent. Enfin, sa dernière mesure désespérée fut une tentative de suicide ou une blessure accidentelle, dont les circonstances exactes restent floues. Dans le chaos de l'assaut sur l'hôtel de ville, une balle lui fracassa la mâchoire. Que ce soit un tir de gendarme ou un geste désespéré pour échapper à la guillotine. Cette blessure le réduisit au silence, le privant de sa capacité d'orateur et de son principal moyen de défense. L'homme qui avait dominé la Révolution par la parole fut réduit à l'impuissance. Victime de sa propre impuissance à agir rapidement et de l'implacable retournement de la machine qu'il avait créée. Le point de non-retour pour Maximilien Robespierre fut scellé dans la nuit chaotique, du 9 au 10. Thermidor, 2628, juillet 1794. Lorsque la Convention nationale le déclara hors-la-loi, et que les forces armées de l'Assemblée se mirent en marche vers l'hôtel de ville. Ce fut le moment où tout échappatoire lui fut irrémédiablement fermé. La déclaration hors-la-loi fut la décision fatidique. Après sa libération initiale et son ralliement à l'hôtel de ville, la Convention, sous l'impulsion de ses ennemis, agit avec une rapidité foudroyante. Elle déclara Robespierre, Saint-Just, Couthon et les autres hors-la-loi. Cette mesure, une invention de la terreur, signifiait que les individus ainsi désignés perdaient toute protection légale et pouvaient être exécutés sans jugement formel dès leur arrestation. C'était la justice expéditive de Robespierre, retournée contre lui-même, et qui ne laissait aucune possibilité de procès ou de défense. Le manque de mobilisation efficace de la Commune de Paris fut le second point de non-retour. Robespierre, légaliste même dans l'urgence, refusa de signer l'ordre d'insurrection sans une légitimité préalable de la Convention. Cette hésitation paralysa l'action de ses partisans. Pendant qu'il temporisait, les sections parisiennes, son principal soutien armé,
commencèrent à se disperser sous la pluie et la confusion des ordres. La force qui aurait pu le sauver s'évapora, le laissant de plus en plus vulnérable et seul à l'hôtel de ville. L'assaut de l'hôtel de ville fut l'ultime et sanglant point de non-retour. Les forces armées de la Convention, menées par Barras, firent irruption dans le bâtiment. Ce fut un chaos indescriptible. Les derniers défenseurs de Robespierre furent rapidement neutralisés. C'est dans ce tumulte que Robespierre fut blessé à la mâchoire, le réduisant au silence. Cette blessure physique, qu'elle soit le fait d'un gendarme ou d'une tentative de suicide manquée, fut symbolique, l'homme de la parole, le grand orateur, était désormais incapable de s'exprimer, de se défendre, de haranguer la foule ou de rallier ses soutiens. Capturé, blessé et déclaré hors la loi, Robespierre était désormais à la merci de ses ennemis. La machine qu'il avait construite l'avait rattrapé, et il ne pouvait plus s'en échapper. Son destin était scellé, et la guillotine l'attendait, sans la moindre pitié. Après sa capture chaotique à l'hôtel de ville dans la nuit du 9 au 10 Thermidor, la préparation à la fin de Robespierre fut d'une rapidité et d'une cruauté qui reflétèrent le système qu'il avait lui-même instauré. Il ne fut pas soumis à un procès formel, ni même à un interrogatoire approfondi, car il avait été déclaré hors la loi, ce qui permettait son exécution immédiate. La préparation commença par son transfert au comité de sûreté générale. Blessé à la mâchoire, il fut transporté et déposé sur une table dans les locaux du comité de sûreté générale. Là, les membres du comité et d'autres députés vinrent l'observer, le railler et se réjouir de sa chute. Des témoins décrivirent la scène Robespierre, le visage ensanglanté par sa mâchoire brisée, les yeux hagards, supportant stoïquement les insultes et les sarcasmes de ses anciens collègues et ennemis. Un chirurgien, un ancien noble du nom de Monsieur Liard, fut appelé pour panser sa blessure, non par pitié, mais pour s'assurer qu'il serait en état de subir son supplice public. Le bandage sommaire sur son visage, maculé de sang, fut sa dernière parure. Sa déshumanisation fut immédiate et totale. De l'incorruptible. Il fut réduit à un spectacle de souffrance muette. Ses papiers, ses biens personnels furent saisis, et sa vie intime devint un objet de curiosité et de moquerie. Les gardes et les témoins le traitèrent avec mépris, comme un criminel de droit commun, effaçant toute trace de sa grandeur passée. Le processus d'identification fut une formalité rapide. Robespierre, Saint-Just, Couthon et les autres furent emmenés au tribunal révolutionnaire, non pour un procès, mais pour une simple identification. Le président du tribunal, Dumas, vérifia leur identité et la conformité de leur arrestation avec le décret de mise hors la loi. La loi du 22 prairial, qui retirait aux accusés le droit à un avocat et ne laissait que 2 verdicts, acquittement ou mort, et qui avait été voulu par Robespierre, fut appliquée contre lui. La condamnation fut prononcée, sans aucune délibération. Il n'y eut pas de débat, pas de témoignage, pas de plaidoirie. La sentence de mort fut immédiate et sans appel, puisque le fait d'être hors-la-loi suffisait à justifier l'exécution. C'est à ce moment que l'homme qui avait envoyé des milliers de personnes à la guillotine sans procès équitable fut lui-même condamné par le même système qu'il avait perfectionné. Enfin, la préparation de la charrette pour le transfert vers la place de la Révolution fut l'ultime humiliation. Robespierre fut jeté dans un tombereau, le véhicule des condamnés ordinaires, aux côtés de ses compagnons et d'autres victimes de la terreur, ces derniers moments s'inscrivant dans la même ignominie que celle qu'il avait infligée. Le 10, Thermidor en 2, 20-28 et
le soleil se leva sur Paris, annonçant le dernier acte du drame de Robespierre. Vers 16h30, les charrettes des condamnés quittèrent de la conciergerie, se dirigeant vers la place de la Révolution. Le cortège était immense, 22 hommes, dont Robespierre, Saint-Just, Couthon et le maire de Paris, Fleuriot-Lescot, partagèrent ce voyage macabre. L'atmosphère était électrique, la foule nombreuse et bruyante, manifestant sa joie et sa haine contre l'homme qui avait semé la terreur. Robespierre était dans la première charrette, assis aux côtés de Couthon, lui aussi invalide. Son visage, déjà défiguré par sa mâchoire brisée et le bandage ensanglanté, était livide. Il portait toujours l'habit bleu ciel qu'il avait revêtu pour la fête de l'être suprême. Une parodie cruelle de son ancienne gloire. Le trajet fut un calvaire d'humiliation. La foule hurlait des injures, des quolibets et des menaces, se pressant autour des charrettes, cherchant à apercevoir le visage du tyran. Des femmes frappaient à les planches du tombereau avec leurs sabots. Des enfants jetèrent des pierres. Un groupe de femmes exultait, brandissant des drapeaux et chantant des chansons moqueuses. Devant la maison des Duplay, où Robespierre avait résidé et où il avait vécu ces dernières années. La charrette s'arrêta un instant. Une femme, peut-être la veuve de Duplay, aurait dansé une gigue moqueuse devant le supplicié, comme pour saluer la chute de l'idole. Robespierre, malgré son agonie et son état, aurait aperçu la scène, sans pouvoir réagir, son silence forcé étant une torture supplémentaire. Arrivé, place de la Révolution. Le spectacle fut d'une efficacité glaçante. La guillotine se dressait, sinistre, sous le soleil. L'ordre des exécutions était inversé. Par rapport à l'ordre d'arrestation, les moins importants passaient en premier, pour prolonger l'attente et le supplice psychologique des principaux condamnés. Robespierre fut le dernier. Il observa, impuissant et muet. Ses compagnons montaient un à l'échafaud, leurs têtes tombant sous le couperet avec un bruit sourd, leur corps roulant dans la charrette des suppliciés. Saint-Just, son fidèle ami, le regarda avec défi avant de se soumettre à son sort. Quand vint son tour, Robespierre fut hissé sur l'échafaud. Le bourreau, Charles-Henri Sanson, arracha violemment le bandage qui maintenait sa mâchoire, provoquant un hurlement de douleur atroce. Le seul son qu'il put produire. Le cri résonna sur la place. Un son primal qui rappela à la foule la souffrance humaine derrière le masque du tyran. C'est avec cette mâchoire brisée, les yeux hagards, que l'incorruptible fut attaché à la planche. La lame tomba, rapide et impitoyable, mettant fin à la vie de Maximilien Robespierre. Sa tête roula dans le panier, et Sanson la saisit par les cheveux, la brandissant devant la foule qui explosa en un immense rugissement de joie et de soulagement. La terreur était terminée, dévorant son principal architecte. Le couperet de la guillotine, rapide et implacable, mit fin à la vie de Maximilien Robespierre. Mais le spectacle macabre ne s'acheva pas là. L'immédiat après-mort fut une démonstration finale de la cruauté révolutionnaire et de la fureur populaire. À peine la tête de Robespierre fut-elle tranchée que le bourreau, Charles-Henri Sanson, la saisit par les cheveux, encore dégoulinante de sang, et la brandit bien haut devant la foule déchaînée. Ce geste rituel, destiné à confirmer la mort du condamné et à satisfaire la soif de vengeance, provoqua une explosion de joie et de soulagement dans la foule rassemblée sur la place de la Révolution. Les cris de « Vive la République !» Les applaudissements et les hurlements de triomphe remplirent l'air, soulignant le soulagement généralisé face à la fin de la terreur incarnée par l'incorruptible. Des témoins oculaires racontèrent que la tête de Robespierre, comme celle de nombreux autres guillotinés, garda une expression figée et terrible, et que ses yeux purent encore bouger quelques instants. Un phénomène physiologique bien connu qui ne faisait qu'ajouter à l'horreur du spectacle. Le sang de Robespierre, mélangé à celui de ses 21 compagnons exécutés le même jour, s'écoula sur l'échafaud.
imbibant le bois et les pavés. Un rouge sang qui marqua la fin d'une ère. Le corps sans tête de Robespierre, avec les autres dépouilles, fut rapidement jeté dans un tombereau. Il n'y eut aucune cérémonie, aucune prière, aucun signe de respect. L'homme qui avait été vénéré comme un dieu de la Révolution fut traité avec la même ignominie que les milliers d'autres victimes qu'il avait envoyées à la mort. Les charrettes macabres prirent la direction du cimetière des Errancis, l'un des charniers de Paris, là, sans cercueil ni sépulture digne. Le corps de Robespierre fut jeté dans une fosse commune, aux côtés de ses frères, Saint-Just, Couthon et des autres, et recouvert de chaux vive. Cette chaux était utilisée pour accélérer la décomposition des corps, mais aussi pour effacer toute trace, toute possibilité de reconnaissance future ou de pèlerinage pour ses partisans. C'était une annihilation totale, physique et symbolique. Cette profanation du corps de Robespierre, l'homme de la pureté et de la vertu, fut l'ultime raillerie de la Révolution, le réduisant à néant, à l'égal de n'importe quel autre criminel ou traître qu'il avait lui-même condamné. Le spectacle de son après-mort fut conçu pour montrer que nul, pas même l'architecte de la terreur, n'était au-dessus de la vengeance implacable de la Révolution. La chute de Robespierre et l'exécution de ses partisans eurent des conséquences politiques immédiates et radicales, modifiant le cours de la Révolution française. Le premier effet fut la fin de la Grande Terreur. L'élimination de Robespierre, perçue comme l'incarnation de la violence et de la dictature, entraîna un immense soupir de soulagement au sein de la Convention, de l'opinion publique et même des prisons. Les arrestations massives et les exécutions quotidiennes cessèrent, presque immédiatement. La machine infernale s'arrêta. La Convention nationale reprit le contrôle total du pouvoir. Les membres qui avaient orchestré la chute de Robespierre, souvent appelés les thermidoriens, démantelèrent progressivement le comité de salut public et le comité de sûreté générale, qui avaient concentré des pouvoirs exorbitants. Les lois d'exception, comme la loi du 22 prairial, furent abrogées, et le tribunal révolutionnaire fut réorganisé pour être moins expéditif. Le pouvoir fut décentralisé et de nouvelles figures émergèrent à la tête de la République. La Commune de Paris, bastion du soutien à Robespierre et instrument de la radicalisation, fut également épurée et affaiblie. Ses membres furent arrêtés et exécutés, et l'influence des sections parisiennes fut réduite. Cela marqua la fin du pouvoir populaire direct et des mouvements de sans-culottes qui avaient joué un rôle si crucial dans les premières années de la Révolution. Les prisons se vidèrent progressivement. Des milliers de suspects incarcérés pendant la Terreur furent libérés. La peur changea de camp, ce furent désormais les anciens terroristes, les jacobins les plus extrémistes, qui furent pourchassés, arrêtés et, parfois, exécutés lors de la Terreur blanche qui suivit, sur le plan de la politique extérieure. La chute de Robespierre ne changea pas immédiatement le cours de la guerre, mais elle ouvrit la voie à des tentatives de paix avec les puissances européennes. La France révolutionnaire, débarrassée de son image de régime sanguinaire et imprévisible, put envisager des négociations plus sereines. Enfin, l'événement créa une fracture idéologique profonde au sein des révolutionnaires. Pour les thermidoriens, la chute de Robespierre était la preuve que la Révolution s'était sauvée elle-même de la dictature. Pour les jacobins les plus durs, c'était une trahison des principes révolutionnaires et le début d'une réaction qui allait trahir l'idéal républicain. L'immédiate après ce coup fut donc une période de soulagement teintée de règlement de compte, marquant un tournant vers une révolution moins radicale, mais toujours volatile. La chute de Robespierre ne fut pas un simple changement de direction, mais un événement pivot qui marqua durablement la trajectoire de la Révolution française et influença la pensée politique pour les siècles à venir, à long terme.
L'exécution de Robespierre initia une période de réaction politique, connue sous le nom de réaction thermidorienne, qui vit la Révolution s'éloigner de ses idéaux les plus radicaux, la Convention, cherchant à éviter toute nouvelle dérive dictatoriale, affaiblit le pouvoir exécutif. Ce qui conduisit à l'instauration du Directoire en 1795. Cette nouvelle forme de gouvernement, plus modérée mais aussi plus instable et corrompue, ouvrit la voie à l'ascension de Bonaparte et, finalement, au consulat et à l'Empire. L'image de Robespierre devint l'objet d'une réécriture historique intense. Pour les thermidoriens, il fut transformé en le bouc émissaire de tous les excès de la terreur. Le tyran sanguinaire dont la mort avait libéré la République. Cette vision, simpliste mais efficace, permit de laver les consciences de ceux qui avaient eux-mêmes participé à la terreur. À l'inverse, pour une partie des républicains et des socialistes du XIXe siècle, Robespierre fut réhabilité comme un martyr de la République, un homme de principe qui avait tenté de sauver la Révolution face à ses ennemis et à la corruption. Cette polarisation de son image perdure encore, aujourd'hui. L'événement eut un impact profond sur la philosophie politique. La chute de Robespierre et la fin de la terreur soulevèrent des questions fondamentales sur la relation entre la liberté et l'ordre, la vertu et la violence, l'idéal révolutionnaire et ses dérives. Des penseurs comme Benjamin Constant ou Alexis de Tocqueville analysèrent la terreur comme la perversion de l'idéal démocratique, mettant en garde contre le danger des gouvernements révolutionnaires qui sacrifient la liberté individuelle au nom d'une pureté idéologique. Le thermidor devint un terme générique en politique, désignant le moment où une révolution, après une phase radicale, entame une période de modération et de réaction, souvent marquée par l'élimination de ses éléments les plus extrémistes. Ce concept fut appliqué à d'autres révolutions, comme la Révolution russe, soulignant la nature cyclique des processus révolutionnaires. Enfin, l'impact le plus douloureux fut sur la mémoire collective des révolutionnaires. La guillotine avait dévoré ses propres enfants, créant une blessure profonde dans l'âme de ceux qui avaient cru en l'idéal républicain. Cela sema la discorde et la méfiance, rendant difficile la construction d'un consensus politique durable en France pour les décennies à venir. La chute de Robespierre fut donc bien plus qu'une exécution. Ce fut un tournant idéologique et politique qui façonna la France moderne et ses débats sur la nature de la République et les limites du pouvoir révolutionnaire. L'analyse historique de Maximilien Robespierre et de sa chute est l'un des sujets les plus complexes et passionnants de la Révolution française. Son héritage étant un miroir des tensions idéologiques qui traversent l'histoire moderne. Le premier point de débat concerne la responsabilité de la terreur. Pendant longtemps, Robespierre fut le seul coupable désigné, le dictateur sanguinaire. Cependant, une analyse plus nuancée révèle que la terreur fut un phénomène complexe, le résultat d'une situation de guerre civile et extérieure, d'une idéologie collective et d'une logique de purification. Robespierre fut certes l'un de ses principaux architectes et théoriciens, mais il n'était pas seul. Et de nombreux autres révolutionnaires y participèrent activement, y compris ceux qui l'ont ensuite abattu. Le caractère de Robespierre est également au cœur des analyses. Était-il un homme de principe, désintéressé et obsédé par la vertu républicaine, ou un psychopathe paranoïaque et mégalomane? Les historiens modernes tendent à le voir comme un homme profondément sincère dans ses convictions, mais dont la rigidité idéologique, l'incapacité au compromis et la paranoïa croissante l'ont conduit à des extrêmes. Sa quête de pureté le rendait aveugle aux réalités politiques et aux souffrances humaines, le transformant en un inquisiteur impitoyable. Le processus de sa chute est analysé comme un chef-d'œuvre de conspiration politique et un exemple de l'autodestruction des régimes extrémistes. Robespierre fut victime de sa propre logique en éliminant tous ses rivaux.
Il avait créé une coalition de la peur. Ses propres lois expéditives furent utilisées contre lui, montrant l'efficacité impitoyable de la machine qu'il avait mise en place. C'est l'histoire d'un pouvoir qui, en voulant tout contrôler, finit par se dévorer lui-même. Le legs de Robespierre est ambivalent. Pour certains, il est le martyr de la République. L'homme qui a tenté de sauver la révolution des complots et de la corruption. Payant de sa vie sa fidélité à l'idéal, il est perçu comme le défenseur des sans-culottes et de l'égalité pour d'autres. Il est l'incarnation de la tyrannie et du fanatisme, le symbole des dangers des révolutions qui débouchent sur la dictature au nom d'un idéal. Sa figure reste un avertissement contre la tentation de la vertu, imposée par la violence et le sacrifice des libertés individuelles au nom de la sécurité de l'État. Enfin, son histoire continue de susciter des débats sur la violence révolutionnaire. Robespierre croyait que la terreur était nécessaire pour établir la République. Son échec pose la question de savoir si un régime peut fonder sa légitimité sur la violence. Et si la fin justifie toujours les moyens, son destin est un rappel constant des dangers du totalitarisme et de la fragilité des idéaux révolutionnaires face à la réalité du pouvoir. La chute de Maximilien Robespierre, l'incorruptible dévoré par sa propre révolution, offre des leçons intemporelles et d'une cruauté glaçante sur la nature du pouvoir, de l'idéologie et de la violence. Son destin est une parabole tragique de la manière dont les grandes aspirations peuvent se pervertir en cauchemars sanglants. La première leçon est le danger mortel de la pureté idéologique absolue. Robespierre, obsédé par la vertu républicaine, a vu des ennemis et des traîtres partout, transformant la divergence d'opinion en crime contre la nation. Son histoire nous avertit que la quête d'une pureté idéologique à tout prix mène inévitablement à la paranoïa, à la purge et, ultimement, à l'autodestruction. Car nul ne peut jamais être assez pur aux yeux d'un système fanatique. La deuxième leçon est la logique implacable de la violence révolutionnaire. Une fois la terreur déchaînée comme instrument de régénération, elle devient une hydre insatiable, ne distinguant plus l'ennemi du citoyen, ni le bourreau de la victime. Robespierre, en perfectionnant cette machine, a scellé son propre sort, prouvant que la violence, une fois libérée, finit toujours par dévorer ceux qui l'ont initiée, dans une spirale sans fin. La troisième leçon est la fragilité du pouvoir absolu, même pour celui qui semble le détenir sans partage. Robespierre, au sommet de son influence, a été renversé en quelques heures par une coalition de peur et d'intérêt, soulignant que la domination, par la terreur, est intrinsèquement instable et crée ses propres fossoyeurs. Son impuissance finale, son silence contraint par une mâchoire brisée, fut le symbole le plus cruel de cette perte de contrôle. La quatrième leçon est l'ironie tragique du destin. L'homme qui avait milité pour la justice et l'égalité a été jugé et condamné sans aucune des garanties qu'il avait lui-même retirées aux accusés. Ses propres lois, le tribunal révolutionnaire, la déclaration hors-la-loi, tout a été retourné contre lui avec une efficacité terrifiante. C'est la révolution elle-même qui, en le dévorant, a démontré l'arbitraire et la perversité de son propre système. En somme, la chute de Robespierre est un avertissement intemporel sur les dangers du totalitarisme, sur la manière dont les idéaux les plus nobles peuvent être pervertis par le fanatisme, et sur la nécessité de défendre les libertés individuelles même face aux menaces les plus pressantes. Son histoire résonne encore aujourd'hui, nous rappelant que la guillotine, dans sa soif aveugle de pureté, finit par dévorer tous ceux qui l'alimentent, ne laissant derrière elle que les cendres d'un idéal trahi.